Nous avons une nouvelle affaire juridique explosive entre les mains. Le vol et l'enlèvement présumé du rappeur Gucci Mane. Cette affaire devrait servir d'avertissement à ceux qui pensent que recourir à la violence et à l'intimidation pour voler les autres dans notre communauté est une manière acceptable de faire des affaires. Je suis ici pour dire que ce n'est pas le cas et que si vous choisissez d'agir ainsi, nous vous traduirons rapidement en justice. Écoutez non seulement les accusations, mais aussi les preuves. Vidéosurveillance, compte Instagram, empreintes digitales. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons la plainte pénale qui expose tout, et nous allons tout vous expliquer maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, il faut que je partage ça. J'ai une très bonne nouvelle, d'accord? Nous avons passé tant de temps ensemble chez Law & Crime à analyser chaque rebondissement des affaires nocturnes que nous voulions vous rapprocher encore plus de l'action. Voici Law & Crime Plus, votre nouveau rendez-vous pour des milliers d'heures d'épisodes sans pub et des dossiers exclusifs pour explorer les preuves vous-même. Nous avons vraiment créé cela pour la communauté de personnes qui veillent tard à analyser chaque détail en attendant un verdict. Donc, c'est autant votre espace que le nôtre. Allez-y, téléchargez l'application, découvrez les fonctionnalités, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez dès aujourd'hui vous rendre sur longcrimeplus.com pour profiter de notre offre limitée à seulement 3,99 € par mois ou 40,99 € pour l'année. Comment comprendre un titre pareil? Le rappeur Gucci Mane aurait été, selon les allégations, dépouillé et kidnappé par d'autres rappeurs. Comme le dit le département de la justice dans son communiqué, je cite, « Cette semaine, 9 individus, dont des artistes musicaux bien connus, ont été inculpés au niveau fédéral pour avoir kidnappé et braqué sous la menace d'une arme plusieurs victimes dans un studio de musique à Dallas, Texas », a annoncé le procureur fédéral du district nord du Texas, Ryan Rebold. 8 des 9 personnes ont été arrêtées à Dallas, Texas et à Memphis, Tennessee. Parmi les accusés figurent Lantrell Williams Jr., également connu sous le nom de Pusha T, Lantrell Williams Sr. et Rodney Wright Jr. Également connu sous le nom de Big 30 Kadarius Waters, Terrence Rogers, DeMarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Hier, lors de la conférence de presse, écoute le passage où ils évoquent la personne absente dans cette affaire, d'accord? Certains sont inculpés, mais pas tous arrêtés. Voici le procureur Ryan Rabel pour le district nord du Texas. L'une des personnes inculpées n'a pas encore comparu, mais les agents s'efforcent de la localiser pour la présenter au tribunal. Je voulais justement en parler. Eric Bushman sur KRLD. Comme vous tentez toujours de faire venir cette personne, sans doute en raison de sa première comparution, vous avez dit essayer, mais en rendant cela public, craignez-vous que cela complique son arrestation? Les agents leur cherchent. La plainte a été rendue publique et plusieurs prévenus ont déjà eu leur première audience. Donc, il est déjà connu que cette personne a été inculpée. Cette information figure donc dans le dossier public. Mais j'ai confiance que les agents seront capables d'identifier cette personne, de la retrouver et de la traduire en justice. Bien sûr, cette personne peut se rendre immédiatement. Et j'ai une plainte pénale de 32 pages qui a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas, que je vais vous expliquer aussi simplement que possible. Je veux que vous connaissiez les allégations, les preuves potentielles et les parties concernées pour que vous compreniez l'affaire avant d'entrer dans les détails. Vous allez comprendre, après que j'aurai expliqué tout cela, pourquoi ces personnes ont été arrêtées à la lumière de ces éléments de preuve allégués, mais, elles sont toutes innocentes jusqu'à preuve du contraire. Je dois le dire parce qu'encore une fois, vous allez écouter cela et vous pourriez vous dire « Waouh, les preuves contre eux semblent vraiment accablantes. » Mais rien n'a encore été prouvé. D'accord, avec cette mise en garde, entrons dans le vif du sujet. Ceci est un affidavit, c'est-à-dire une déclaration sous serment d'un agent spécial du FBI faite pour appuyer une plainte pénale. Et il s'agit de la déclaration établissant qu'il existe des motifs plausibles indiquant que des crimes ont été commis. D'accord? Cela commence par affirmer que le 10 janvier 2026, les victimes, qui ne sont identifiées que par leurs initiales d'ailleurs, et parmi lesquelles figure RD, que l'on doit supposer être Gucci Mane, puisque son vrai nom est Roderick Davis. Ils disent avoir été volés et kidnappés sous la menace d'une arme dans un studio de musique à Dallas, au Texas. Apparemment, il y avait une réunion prévue entre RD et le suspect Lantrell Williams Jr. Apparemment, cet artiste de hip-hop est connu sous le nom de Pusha T et il aurait été signé sur le label de RD, 1017 Records. Cette réunion portait apparemment sur un différend contractuel. C'est encore une fois selon les procureurs.
et il semble que Williams Jr. voulait se retirer. Donc, l'affidavit affirme que lorsque RD et les autres victimes présumées dans cette affaire et d'autres entrent dans cet immeuble de bureau, ils se rendent compte qu'il est fermé. Donc Williams Sr., qui est apparemment le père de Williams Jr., essayait apparemment de réserver un studio d'enregistrement ce jour-là pour son fils et pour RD afin d'enregistrer de la musique. Williams Sr. parlait apparemment à cet individu non identifié, simplement connu sous le nom de JN, un autre acteur dans cette affaire, qui possède le studio. Il se trouve à l'intérieur de cet immeuble de bureau. Vous comprenez maintenant la configuration des lieux. Donc, l'affidavit inclut apparemment des images extraites de la vidéosurveillance qui montrerait Williams Sr. en train de parler à quelqu'un au téléphone devant le bâtiment. Je vais vous en donner un petit aperçu ici. Il y a beaucoup d'images dans cette plainte pénale, ce qui aide à corroborer les détails et la chronologie. Cela permet de confirmer les faits présentés grâce aux images supposément horodatées extraites de cette vidéo de surveillance. Maintenant, un assistant serait arrivé pour aider à la production à 15h39 ce jour-là. Et l'affidavit affirme que ce duo père-fils, les Williams et son fils, est en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone. D'accord? Ils se disputent. Et je vais vous lire ceci mot à mot. Citation, vers 15h43. Williams Jr. et Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover et McDaniel sont entrés par le côté est de l'immeuble de bureau. Les suspects visés traversent le hall de l'immeuble de bureau avant d'entrer dans le studio. Un individu avec des dreadlocks, identifié plus tard comme Gibson, peut être vu sur la vidéo en train de sortir de l'immeuble de bureau, puis de revenir peu après avec un sac en bandoulière. Encore une fois, les images de surveillance semblent être intégrées dans cette plainte, d'accord? L'affidavit indique qu'ils sont entrés dans le studio où étaient les prétendues victimes, et il existe des images du hall du studio, de la salle de contrôle et de la salle d'enregistrement. Et à un moment donné, il est allégué que Williams Jr., qui soit dit en passant, et ce détail m'a vraiment surpris, portait apparemment un bracelet électronique à la cheville, d'accord, va parler en privé à RD au sujet du contrat. Je parlerai du bracelet électronique dans un instant. Mais il y aurait eu une dispute et cela se termine avec Williams Jr. accusé d'avoir sorti un pistolet noir de type AK et de l'avoir pointé sur RD, lui demandant prétendument de signer les papiers de résiliation du contrat. RD aurait obéi et signé, en supposant encore que c'est Gucci Mane. Et il y a l'affirmation que RD, apparemment Gucci Mane, n'a pas été autorisé à partir car il était retenu sous la menace d'une arme. Il y a des allégations selon lesquelles Wright aurait enregistré RD en train de signer les papiers et d'être forcé de dire qu'il libérait Williams Jr. du contrat. Et ensuite, il est allégué que Williams Jr. a pris l'alliance, la montre, les boucles d'oreilles et l'argent liquide de RD. Je me demande s'ils ont cette vidéo. D'accord, je me demande vraiment s'ils l'ont. Mais je vais vous lire à nouveau mot pour mot la plainte. Waters, Rogers, Johnson, Glover, McDaniel et Gibson ont sorti des pistolets ou des pistolets de type AK et ont commencé à exiger des biens de BP et MM. BP a été poussé sur un canapé dans la salle de contrôle pendant qu'un individu connu de BP sous le nom de CMO Dam Fu et faisant partie de l'équipe de Williams Jr. fouillait ses poches et volait son portefeuille. La chaîne et un collier de BP ont été volés à son cou. McDaniel a menacé de tirer sur BP s'il bougeait, mais Williams Jr. a ordonné à McDaniel de ne pas le faire. MM a été étranglé par derrière au point de presque perdre connaissance pendant l'enlèvement et le vol, ce qui a entraîné des égratignures au cou et au poignet. Maintenant inclus dans la plainte, il semble y avoir des photos montrant apparemment des coupures ou des éraflures sur le cou et le poignet de MM. On affirme que son portefeuille, ses montres, un sac Louis Vuitton et des écouteurs ont été volés. Vous vous demandez sûrement, n'avait-il pas de garde du corps avec lui? Il est dit que la sécurité de la victime, moins nombreuse et moins armée, s'en est rendu compte. Ensuite, RD aurait été poussé sur le canapé dans la salle de contrôle. Encore une fois, il semble que nous parlions de Gucci Mane, ce qui a fait croire aux victimes qu'elles seraient exécutées. Williams Jr. a placé le canon d'une arme à feu à l'arrière de la tête de BP et a ordonné à lui et à RD de quitter la salle de contrôle du studio par l'entrée ouest de l'immeuble de bureau. RD a alors demandé à CW et TD de les accompagner jusqu'à leur véhicule. Lorsque les victimes sont parties, MM s'est tourné vers Williams Jr. et lui a demandé s'il prenait vraiment ses montres. D'après les images de vidéosurveillance récupérées plus tard, les suspects visés ont quitté le studio et l'immeuble de bureau par l'entrée est dès vers 16h48. Et à partir de là, la déclaration sous serment présente les photos des suspects présumés quittant prétendument le bâtiment, ainsi que les voitures qui seraient liées à eux et qui se dirigeaient vers le nord. Alors, comment ont-ils trouvé les suspects présumés? C'est vraiment intéressant.
Nous allons commencer par l'identification des véhicules. Donc, la déclaration sous serment affirme que le père de Wright possède une Dodge Charger Hellcat 2020 avec des plaques du Tennessee. Apparemment, les autorités utilisent des lecteurs de plaques d'immatriculation pour suivre la Charger qui suit une autre voiture, une Dodge Ram. Nous parlons de 14h18, le 10 janvier. Ils affirment que la Dodge Ram ressemble à celle filmée près de la scène du crime plus tard dans l'après-midi. Ils utilisent aussi des lecteurs de plaques pour relier la Charger circulant près d'une Buick enclave blanche. Et en utilisant les dossiers de location, ils ont déterminé que l'enclave avait été louée par Williams Senior. Passons à la surveillance électronique de localisation. Tu te souviens quand j'ai parlé du bracelet électronique pour Williams Jr.? Eh bien, apparemment, il purgeait une peine pour des accusations fédérales de drogue et d'armes. La détention à domicile imposait le port d'un bracelet électronique. Donc, ils peuvent utiliser les données de localisation de cet appareil pour apparemment suivre ses déplacements près de la scène du crime. Et ensuite, la déclaration sous serment affirme que Williams Sr. et Williams Jr. sont allés dans un magasin Staples plus tôt dans la journée. Pourquoi? L'allégation est qu'ils sont allés imprimer les documents de résiliation de contrat, ce qui, encore une fois, était un élément clé de tout ce différend et de cet incident présumé. Les fédéraux affirment que la vidéo de surveillance, les données GPS et les relevés téléphoniques les situent là-bas. Ces éléments sont toujours clés dans une enquête criminelle. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Restez avec moi, c'est important. Les enquêteurs ont obtenu les relevés téléphoniques de Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers et Gibson, ainsi que les données télématiques de localisation et les relevés pour la Dodge Charger Hellcat et la Dodge Ram. Les relevés indiquent que Wright, Johnson, Waters, Rogers et Gibson ont voyagé ensemble de Memphis, Tennessee à Dallas, Texas, ainsi que la Dodge Charger Hellcat et la Dodge Ram. Ils ont quitté Memphis le 8 janvier 2026 et sont arrivés à Dallas dans la nuit du 9 janvier 2026. Les données provenant du dispositif de surveillance électronique de Glover correspondent à ces relevés de téléphone portable. Le 10 janvier 2026 à partir d'environ 14h28. Jusqu'à environ 14h46, Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, la Dodge Charger Hellcat et la Dodge Ram se trouvant dans la zone de la tour Windrose, un endroit où Williams Jr. résidait avant de déménager. Ils se sont tous rendus ensemble sur les lieux de l'infraction, c'est-à-dire la scène du crime, arrivant vers 15h. Les données provenant du dispositif de surveillance électronique de Williams Jr. et les informations de localisation du Buick Enclave correspondent aux relevés téléphoniques. Williams Jr., Williams Sr., Wright, Waters, Rogers, Gibson, la Dodge Charger Hellcat et la Dodge Ram sont partis ensemble de la zone de l'infraction, quittant les lieux vers 16h50, vers la zone de The Star à Frisco, au Texas, arrivant vers 17h07. Regardez à quel point c'est précis. Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers et Gibson ont utilisé des antennes dont la couverture inclut The Star jusqu'à environ 21h30. Les données du dispositif de surveillance électronique de Williams Jr. et la localisation du Buick Enclave concordaient avec les relevés téléphoniques. Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, la Dodge Charger Hellcat et la Dodge Ram. Je dois continuer à le répéter parce que je pense qu'il est important que vous identifiez les différentes parties ici et les différentes sources de localisation. Ils ont voyagé ensemble de la zone de la Star à Frisco jusqu'au Comfort Inn où ils ont passé la nuit. Williams Jr. et Williams Sr. sont restés dans la zone de la Star pendant la nuit. Il poursuit en disant « Les relevés de téléphone portable indiquent que le 13 janvier 2026, Wright, Johnson et Waters ont voyagé ensemble avec le Dodge Ram de Dallas, Texas à Memphis, Tennessee. » Donc, si ces allégations sont vraies, vous voyez de première main et en détail à quel point il est difficile en 2026, dans un environnement urbain, de commettre un crime sans être suivi. C'est un monde numérique, une procédure fondée sur des preuves numériques. Et il peut être très difficile pour les avocats de la défense de contester la fiabilité de ces données, surtout si vous combinez différentes formes de données. Téléphone portable, avec vidéosurveillance, avec surveillance GPS, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu parler du Comfort Inn d'ailleurs, selon l'affidavit. Les registres du Comfort Inn confirment, ou sont censés confirmer, que Gibson a payé pour 4 chambres à l'hôtel. Vous disposez donc de relevés financiers et de documents. Les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance du Comfort Inn et ont observé Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover, McDaniel à l'intérieur du Comfort Inn, tous vêtus de vêtements semblables à ce que les suspects de l'enlèvement et du vol semblent porter. Et dans l'affidavit, il y a littéralement des comparaisons côte à côte des personnes impliquées présumées, ce qu'elles semblaient
portée sur la scène du crime par rapport à ce qu'elle semblait porter au Camphor Inn. Ce ne sont que des allégations, mais vous comprenez pourquoi cela prend de l'ampleur. Il y a aussi une section sur la façon dont les enquêteurs ont trouvé des empreintes, ou plutôt des empreintes digitales, des empreintes latentes de Gibson et Rogers sur ces gobelets rouges solo, qui auraient apparemment été laissés sur la scène du crime. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Là, on passe à un autre niveau, d'accord? Donc, apparemment, les enquêteurs comparent les descriptions de Williams Jr. faites par les victimes, comme la façon dont elles l'ont décrit, à un compte Instagram appelé Pushesti. Et les enquêteurs disent que ça correspond. Et ils finissent par faire la même chose pour Williams Sr., Wright et Waters, et il y a même apparemment des photos d'eux ensemble en ligne, et ils font aussi correspondre les pièces d'identité officielles avec ces comptes. Et je dois mentionner Rogers ici. Citation. Sur les images de vidéosurveillance du lieu de l'infraction, l'individu supposé être Rogers peut être vu en train de sortir du bâtiment en portant ce qui semble être le sac Louis Vuitton MM, apparemment volé. Le 15 janvier 2026, donc quelques jours plus tard, Rogers a publié une vidéo sur Damfool 375 où on le voit porter une Rolex GMT Master 2 avec un bracelet en acier Oyster. Cette montre semble visuellement similaire à celle volée à MEM, qui a fourni aux enquêteurs des photographies, un reçu et le numéro de série de la montre volée. D'autres publications sur Damfool 375 montrent Rogers portant des chaussures similaires à celles qu'il portait lors de l'infraction. Et ils intègrent également des photos censées le montrer. Voici un exemple tiré du compte Instagram de Glover. Le 11 janvier 2026, une story montrant une grosse somme d'argent liquide, une Rolex visuellement similaire à celle volée à MM, et une localisation indiquant Dallas, Texas. Le 17 janvier 2026, une story montrant Glover avec une Rolex qui semble identique à celle volée à MM, affirmant qu'il a eu une nouvelle rope, ce qui serait de l'argot pour désigner des montres ou des colliers. Le 19 janvier 2026, des vidéos montrent Glover portant un collier avec un pendentif 1017 qui semble identique à celui volé à BP. L'accusation dit que tu as tout volé et en plus tu l'as exhibé. Les avocats de la défense diront que ce n'est pas le même collier, ils en ont un. Mais ces objets sont rares, surtout cette Rolex. Je suis certain qu'ils pourraient débattre sur le fait que ces objets aient été volés ou non. Encore une fois, le timing, les circonstances et la rareté potentielle de ces objets sont à garder à l'esprit. Innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est problématique. Je dois aussi mentionner quelque chose qui pourrait servir de preuve plus tard. Donc quand vous allez apparemment sur les pages Instagram de ces gars-là, d'après ce que j'ai pu voir, elles sont quasiment nettoyées. Ils ont peut-être encore des publications en ligne, mais c'est tout. Shisti a toujours beaucoup sur sa page, donc difficile de savoir si quelque chose a disparu. Mais si les procureurs peuvent prouver qu'ils ont supprimé des choses pour potentiellement détruire des preuves ou essayer de se cacher des autorités, ce sera intéressant. Je peux me tromper, peut-être que cela a été supprimé après leur arrestation ou les accusations. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Dans ces documents, ils font quelque chose que je trouve intéressant. Et je dirais même que c'est plutôt rafraîchissant parce que dans cette plainte pénale, au moins pour mon analyse, ils énumèrent vraiment les preuves contre chaque accusé de façon très claire. Par exemple, selon des témoignages oculaires, l'entrelle Williams Jr. a amené RD dans le studio d'enregistrement et a exigé que RD signe le contrat de renonciation sous la menace d'une arme avant de prendre l'alliance de RD, sa montre, ses boucles d'oreilles et de l'argent liquide. Des témoins oculaires situent aussi l'entrelle Williams Jr. dans la pièce lors des enlèvements et vols supplémentaires de MM et BP. Les relevés de téléphone portable, la surveillance électronique de localisation et les images de vidéosurveillance placent l'entrelle Williams Jr. sur les lieux de l'infraction. La surveillance électronique situe aussi l'entrelle Williams Jr. et son père dans un Staples, où ils auraient imprimé le contrat de résiliation avant d'arriver sur les lieux de l'infraction. Ils répètent cela pour chaque prévenu. Le texte ajoute qu'au vu des faits ci-dessus, il y a des motifs raisonnables de croire que, le 10 janvier 2026, dans la division de Dallas du district nord du Texas, Jamarcus Glover, Demarion Gibson, Gordon Johnson, Darian McDaniel, Terrence Rogers, Kadarius Waters, Lantrell Williams Jr., Lantrell Williams Sr. et Rodney Wright Jr. ont conspiré et commis un enlèvement en violation du titre 18 du Code des États-Unis, section 1201, alinéas A et C. D'ailleurs, quand vous entendez qu'ils sont ensemble dans la même pièce pendant que d'autres vols ont lieu, c'est ça l'accord, n'est-ce pas? Une entente criminelle est un accord visant à commettre un crime. Et quelles ont été les actions concrètes entreprises pour faire avancer cet accord? Et d'après ce que je comprends, si les accusés sont reconnus coupables, chacun risque une peine allant jusqu'à la réclusion à perpétuité.
C'est encore une fois, selon le ministère de la Justice, je l'ai déjà mentionné, je le répète. Une conférence de presse a eu lieu, et cela s'est passé hier. Je veux vous faire écouter encore un extrait de cette conférence, d'accord? Cela apporte quelques précisions supplémentaires. Et encore une fois, il s'agit du procureur des États-Unis lorsqu'on lui a posé des questions sur les victimes. Et je trouve intéressant ce qu'il dit. Cette affaire souligne vraiment l'importance de défendre les victimes de crimes, peu importe qui elles sont ou d'où elles viennent, et l'incroyable collaboration entre les différentes agences d'enquête que nous avons, non seulement dans le district nord du Texas, mais à travers tout le pays. Nous travaillons ensemble pour rendre notre pays plus sûr. Pour les victimes, nous n'aborderons pas pour l'instant leur identité. Je n'aborderai pas la question des victimes pour l'instant. D'autres informations seront bientôt publiées pour clarifier, mais je ne peux pas les divulguer à ce stade de l'enquête. Oui, donc au moment de cet enregistrement, les autorités n'ont pas encore officiellement déclaré que cela serait arrivé à Gucci Mane. Chaque État et chaque procédure judiciaire prévoient des protections pour les victimes. Il faut donc en tenir compte. Mais vous vous souvenez que j'ai parlé des preuves, n'est-ce pas? Voici le procureur des États-Unis qui parle de ces preuves et de la peine encourue. C'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais énumérer certaines des preuves qui ont été découvertes jusqu'à présent. De nombreux éléments proviennent de convocations, mandats de perquisition et autres démarches pour faire avancer l'enquête. Donc, les agents ici avec moi, ainsi que ceux sur le terrain, il leur faut un peu de temps pour identifier qui a commis cette infraction et constituer un dossier afin que nous nous sentions suffisamment sûrs d'engager des poursuites. En réalité, c'est assez rapide pour une affaire fédérale de cette gravité et de cette nature. Je suis donc très fier du travail d'enquête. Et cela continuera au sein de ce bureau, avec le FBI et notre service de police local. Si la personne est reconnue coupable de ces accusations, les arrestations, à quel point les abus sont-ils graves? Que pouvez-vous dire à ce sujet? Ils font face à une fourchette de peine. Il n'y a donc pas de peine minimale obligatoire dans ce cas. C'est une gamme de sanctions et ce sera à la discrétion du juge, quel qu'il soit, qui héritera de l'affaire. Mais cela pourrait aller de 0 jusqu'à la réclusion à perpétuité. Comme vous le savez, ce qu'on appelle les directives de détermination de la peine dépendra en grande partie de la situation de la personne. Les antécédents criminels, le fait que l'un de ces individus ait commis l'infraction alors qu'il était assigné à résidence, donc en train de purger une peine fédérale, en supposant qu'un individu soit condamné, ce sera certainement un facteur aggravant. Grosse affaire, grand développement, preuve importante. Nous continuerons à suivre ce qui se passera ensuite. Mais c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Pour me suivre, X, Instagram, mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.